Double tree, plus I got this running with Jelly in her pants, you know. So she still look green on me. I mean, she like, hey, I need some wet shit. Hey, I need some red, yeah, yeah. I'm a little man, yeah, 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 yeah. In her pants, you know. So she still look green on me. I mean, she like, hey, I need some wet shit. Hey, I need some red, yeah, yeah. I'm a little man, yeah, yeah. Bonjour chers followers, ils font le plus beau métier du monde. Le commun des mortels leur envie leur proximité avec les dirigeants de ce monde. Certains sont même à tu à toi avec les hautes personnalités. Ils ont également une facilité d'accès aux stars. Ils ont compris, l'information, c'est le pouvoir. Mais la quête de celle-ci peut également s'avérer périlleuse. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, des profils de journalistes chevronnés ont accepté de nous dévoiler les croustillants de leur carrière. Avers et revers d'un métier devenu une vocation. C'est dans Mémoire de reporter, un document signé J. Laurentina Siga, Bisclo Ngali. On regarde. Double tree, plus I got this running with Jelly in her pants, you know. So she still look green on me. I mean, she like, hey, I need some wet shit. Hey, I need some red. Alors, raconter un moment de ma carrière, un épisode, c'est difficile, Laurentine, de rassembler 22 ans de carrière en une ou deux anecdotes. Mais je vais commencer par l'une des plus grosses émotions que j'ai vécues. J'étais encore stagiaire à la radio au poste national. Nous sommes en 1997, on va dire, et j'ai l'honneur, le privilège de signer ma première chronique à Dimanche Midi. Je vous raconte pas le tremblement des pieds sous la table, tremblement des mains. J'ai même eu du mal à réécouter le papier plus tard, tellement moi-même je ne m'entendais pas. J'étais tellement emportée par l'émotion. C'était un très beau souvenir. C'était également un honneur. Autre souvenir qui reste très présent, c'est celui qui a pour terrain d'opération Mbanga Pongo. C'est une mangrove située à la sortie de la ville de Douala où un avion de Kenya Airways s'est écrasé après avoir disparu des radars pendant 2 jours. C'était dans la nuit du 4 au 5 mai, je crois, 2005. Et ça a été un moment terrible parce que j'ai été traumatisée et secouée dans ce que j'avais d'humain en moi, de voir tant de souffrance. Aucun survivant dans ce crash, qui avait 115 passagers à bord, des bouts de chair qui étaient retrouvés en guise de corps, l'émotion, la mort, l'odeur de la mort, sa présence partout, cette mangrove chaude, cette boue, cet humus, et puis les équipes de secours, et puis ceux qui craquaient, et puis ce sont des images que je n'oublierai jamais et qui m'ont marqué comme reporter, d'autant que je devais retenir mes émotions, mais en même temps transmettre des émotions à tous les auditeurs et téléspectateurs de la CRTV. J'ai été traumatisée à vie par ce moment-là. Autre chose aussi que je raconterai, mais c'est un souvenir de reporter encore plus gai, c'était à Bomban où se tenait une assemblée de l'EPC. Je ne me souviens plus de l'année exacte, mais j'y étais avec ma collègue Rose Anne Limunga. Et la route n'était pas goudronnée à l'époque. À Bomban, on n'est pas ce qu'il était. Nous sommes arrivés en pleine nuit, pas d'hôtel, pas d'auberge, pas d'endroit où dormir. Et une gentille famille a accepté de nous céder la chambre des enfants qui ont été réveillés en pleine nuit et nous ont cédé ce qui tenait lieu de lit. C'était en fait un matelas tout crasseux qui sentait le pipi. Mais je pense que à ce moment-là, nous avons apprécié la grandeur du geste. Nous avons, avec des petits bouts de pain que nous avons étendus sur le lit, nous avons pu dormir quelques heures. Et puis le lendemain matin, c'était compliqué pour faire la toilette. L'eau venait d'un puits ou d'une rivière, je ne sais plus trop. Et heureusement, nous avions emporté chacune une bouteille d'eau minérale. Ça nous a servi pour la toilette. Et au moment de rentrer, 2 jours après, eh bien, on se rend compte que notre chauffeur avait fait le con. Il est allé goûter aux délices d'Abomban, sans doute chez une rombière. Il s'est fait piquer et ses frais de mission et les frais de carburant. Donc, il n'y avait plus moyen de rentrer à Yaoundé avec la voiture de reportage. Nous avons dû prendre le car, Rose Anne et moi.
Et en arrivant à la gare routière, tout le monde était doté d'une serviette, d'un pain, d'un drap, d'une couverture. On ne comprenait pas trop à quoi ça servait jusqu'à ce que le car Saviem démarre de manière poussive. Et après quelques kilomètres, nous étions juste de la poussière, couverte de poussière. Nous en avions dans tous les orifices, le nez, les yeux, les oreilles. Partout, nous étions couvertes de poussière. Rose-Anne, qui avait de très longs cheveux noirs, ses cheveux sont devenus roux. Et le plus drôle, c'est que lorsqu'on arrive à Yaoundé en van et qu'on stoppe un taxi pour nous amener chacune chez nous, aucun taxi ne voulait nous prendre. On a dû nous arrêter à un moment et puis expliquer au chauffeur de taxi, nous ne sommes pas folles, nous revenons juste de reportage, nous sommes des reporters de la CRTV, regardez nos cartes. Et c'est comme ça qu'il a eu pitié de nous et nous a ramenés chez nous. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres. Évidemment, le premier journal de 20h30, l'émotion et tout. Mais je pourrais difficilement raconter ça en 1 minute 30. D'ailleurs, je crois que j'ai débordé, Laurentine. Merci et très bonne journée internationale, la liberté de la presse à tous. Le journalisme reste le plus beau métier du monde. Eric Elouga, je suis journaliste à la Sopecam, où j'occupe le poste de rédacteur en chef des magazines. En termes d'anecdotes, c'est vrai qu'en 15-16 années de carrière, il y en a beaucoup de remarquables. Mais je penserai en particulier aux fameuses émeutes de la faim en février 2008. À l'époque, je suis en poste à l'agence régionale du littoral à Douala. Douala qui était vraiment l'épicentre principal foyer des contestations sociales. Et j'avais la particularité d'habiter justement un quartier où j'ai envie de dire que le terrain des opérations et des violences se déroulait pratiquement sous mon balcon. J'ai vu des gens tirer, j'ai vu des corps tomber. Et surtout pour nous qui travaillons à la Sopecam, on a vraiment évolué dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que notamment les véhicules qui portaient l'estampille ou les logos de l'entreprise étaient systématiquement pris à partie, on leur lançait des cailloux. Si même vous vouliez dire que vous travaillez à Cameroun Tribune, vous pourriez être potentiellement en danger. Donc déjà, vu que tout était fermé, pas de transport, pas de boutique, il fallait quitter chaque jour de nos lieux de résidence respectifs jusqu'à Bonanjo, où se trouvent nos locaux à pied, traversant des barricades en feu, dans une violence extrême et avec énormément de difficultés pour pouvoir collecter l'information. Donc c'était vraiment des conditions de travail de peur, mais pendant les quelques jours que ça a duré, non seulement ça a énormément soudé notre équipe rédactionnelle, mais on a vraiment tenu ce challenge de pouvoir rendre compte, on espère objectivement. Moi, ce qui m'a marqué particulièrement dans ma carrière de journaliste, c'est de recevoir une bourse de l'ambassade de France pour aller me perfectionner dans ce domaine, précisément dans la rigueur et la déontologie du métier de journaliste. J'ai donc été au CFPJ de Paris et tout frais payé, hein, la formation, l'hébergement, la nutrition. J'ai même eu de l'argent de poche et j'ai eu des documents. Et c'est la culture qui m'a permis d'y arriver par le biais de l'Institut français du Cameroun. Et je remercie tous les responsables. La culture et la passion de votre métier, l'engagement, même si vous n'avez pas toujours tous les moyens qu'il faut, peuvent vous amener très loin. Et moi, c'est ma passion du journalisme, de l'art et de la culture qui m'ont permis d'aller en France et d'obtenir cette opportunité. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est de ne jamais abandonner, même si ça vous paraît dur, de continuer à rêver et de croire que tout est possible. Ce qui est le plus important, c'est que vous croyez en vous. Et ça se passe dans votre mental. Quand vous avez un rêve, une vision, il n'y a que vous qui pouvez la réaliser avec les efforts et la prière. Voilà, bonne fête. Hello Laurentine, merci de me permettre de raconter donc cette anecdote. Alors, celle qui me vient rapidement à l'esprit, c'est une histoire qui remonte à fin janvier 2013.
Je suis en couverture à Paris, à l'Élysée, la visite du président Paul Biya, la première visite du président Paul Biya au nouveau président français François Hollande. Je suis donc envoyé en mission par le Messager. À l'époque, j'étais le coordinateur de la rédaction et chef du service politique de ce journal-là. Donc, de fait, s'il y avait une opportunité, c'était généralement moi qui couvrais ce type d'actualité. Et donc, je me retrouve là-bas avec d'autres journalistes camerounais. Je me souviens de Issama Essomba, qui était là pour Cameroun Tribune, de monsieur qui est président, qui est porte-parole du Grand Dialogue National, George Ewanet. Je me souviens de George Ewanet, il était aussi du Voyage. Il y avait Légène Tiga, qui était rédacteur en chef du quotidien Mutation. Et donc, nous avons accueilli le président dans la cour de l'Élysée, à Paris. Et nous sommes entrés pour faire des photos de la séance de travail qu'il avait eue à cette époque-là avec François Hollande et ses équipes. C'était une séance de travail dans un des salons de l'Élysée. Au sorti, donc, il y a cette traditionnelle interview, parce que c'est presque une tradition à l'Élysée. Le président de la République ou l'autre du président français qui arrive parfois est invité à répondre à quelques questions de la presse. Alors, nous étions là avec la presse internationale qui avait son agenda, qui avait ses questions. Nous avions les nôtres qui étaient essentiellement centrés sur le Cameroun et avec quelques affaires en cours. Mais la presse internationale qui se plaignait déjà de la longévité du président Biya avait un agenda là, dans ce sens. Nous ne savions pas. Et donc, dans la série de questions qui arrivaient telles des rafales, il y a eu cette question d'une consoeur de France 24, je ne peux pas oublier, je ne me souviens plus de son nom, alors qui a lancé « Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas vieux ?» Alors le président de la République, en se retournant vers son interlocuteur, nos regards, j'ai eu l'impression que nos regards sont croisés parce que je n'étais pas très loin de la dame qui posait la question au président de la République, avec quand même un ton un peu plus irrévérencieux que ce que je vois d'habitude. Avec ce ton irrévérencieux-là. Et donc, quand le président de la République s'est retourné pour rechercher du regard son interlocuteur, qui venait de balancer une question sans coup férir, sans avertir, j'ai eu l'impression donc que nos regards sont croisés et j'ai été effrayé. J'ai été effrayé que le président de la République pense que c'est un terrain ou en terre étrangère, et en plus à l'Élysée qui est un symbole, qui est symbolique de liberté et de tout ce qu'on imagine, tout ce que la France a construit autour de son image de pays de liberté, que ce soit en terre étrangère que je viens de compromettre le président de la République de mon pays, dans le cadre d'un voyage, d'une mission, dans le cadre d'un travail à faire à l'étranger. C'était pour le moins, quand même, si c'était vrai, si c'était le cas, c'était pour le moins un peu gênant. C'était un peu gênant. Et donc, j'ai été traversé par une de ces peurs. Et plus tard, quand j'ai débriefé avec la presse, avec les aînés, avec les jeunes Tiga également, j'ai raconté un peu ce que j'ai vécu pendant la quinzaine de minutes où le président de la République répondait aux questions de la presse. Et je leur ai dit, j'ai failli lever les mains pour dire, Monsieur le Président Paul Biya, la question n'est pas de moi, j'ai envie de retourner au pays paisiblement, je ne veux pas rester à Paris. Cette histoire me fait rire, toujours, ça me fait rire 8 ans après, c'était comme je le disais, fin janvier ou début février 2013. Voilà pour la petite anecdote que j'ai autour de mon travail, autour d'une situation un peu hilarante que j'ai vécue en position ou en posture professionnelle. Salut à tous et à toutes, je suis Eric Christianien, je travaille pour la CRTV. Alors, le souvenir d'un reportage qui m'aura particulièrement marqué, j'étais à Douala, à l'époque je présentais l'émission 100% Jeunes pour le compte de l'association camerounaise pour le marketing social et on nous avait demandé de réaliser un sujet sur les enfants de la rue.
Et moi, personnellement, j'ai commencé à flipper parce qu'il se disait tellement de choses négatives au sujet de cette couche de la société, hein, que c'était des compagnies pas du tout recommandables, qu'on pouvait se faire violenter et adresser même pour rien. Et le site qui avait été recueilli pour le tournage, c'était Aqua. À l'époque, les enfants de la rue avaient établi une sorte de camp derrière le stade Mbappé-Lépé. Alors ce jour-là, j'avoue que j'ai eu très très peur. Je me demandais comment cela allait se passer, de me retrouver dans leur environnement. Grâce à un ancien enfant de la rue, voilà, qui avait réussi à se réintégrer dans la société, ben, on est parti de là, on est passé par le cimetière. On a marché sur les tombes, vous imaginez un peu, parce que les gars étaient vraiment en arrière. C'était pas évident quand on passait à Aqua, on pouvait pas voir leur habitation. C'est des habitations de fortune, mais il fallait passer par tout ce chemin compliqué. Et on a fini par arriver à leur camp. Alors évidemment, ça sentait la drogue, ça sentait les stupéfiants. Et voilà, on a plutôt été bien accueillis. On les a écoutés parler. Et au fil du temps, bah, les idées que je me faisais de ces enfants de la rue ont commencé à partir. C'est-à-dire que je me disais que je ne sortirais pas de cet espace vivant, parce que ce qui les caractérisait, d'après ce que les gens disaient, c'était l'extrême violence. Mais j'ai plutôt trouvé des personnes qui étaient mal dans leur peau, des personnes qui étaient mal par rapport à la société dans laquelle ils vivaient, des personnes qui avaient vraiment besoin qu'on leur tende la main, qu'on les aide à pouvoir s'en sortir. On a écouté leur histoire, c'est très très pathétique. Beaucoup se sont retrouvés dans la rue parce que les parents n'ont pas toujours assuré. Et ça m'a permis d'avoir un regard complètement différent sur les enfants de la rue. Je vais pas dire que c'était un regard de compassion, mais c'est pas loin de là. Je me suis dit que ces enfants finalement étaient plus à plaindre qu'à blâmer, et que si la société avait bien joué leur rôle, si les familles avaient bien joué leur rôle d'encadrement, beaucoup ne se retrouveraient pas à vivre dans des endroits aussi insalubres, aussi lugubres et assez livrés à des activités pas toujours correctes. Voilà. Gaël de Souza, journaliste au PECAM. Alors, comme anecdote, à partager avec vous, on va remonter en 2011. C'était pour un reportage sportif au stade Amadou Ahidjo, ici à Yaoundé. Alors, je me souviens qu'on nous a demandé à l'époque de rencontrer M. Stéphane Tato de Regretter Mémoire. Alors, nous allons sur le terrain, nous montons dans les gradins, il y avait un match qui se déroulait de ce côté-là. Nous rencontrons le monsieur que nous ne connaissions pas, nous n'avions jamais rencontré physiquement. Donc, nous arrivons dans les gradins, on nous montre où il se trouve et nous nous présentons. Bonjour, Gaël de Souza, je viens de Spika, nous aimons avoir une réaction portant sur tel ou tel autre sujet. Et le monsieur nous regarde d'un air très furax. On ne comprend pas pourquoi, on se dit que c'est le match qui l'énerve, le score ne lui peut-être pas. Et on se répète. Sauf que il a fait bien plus que se fâcher, il s'est levé. Il a dit je ne réponds pas. Il se lève et là, pour la première fois, on rencontre Stéphane Tato, plus à la télé, mais en présentiel, tout immense, qui dit monsieur, si vous ne dégagez pas, je vais vous dégager. Là, c'était troublant, parce qu'avant cet épisode-là, on ne nous avait jamais vraiment secoué sur le terrain. On en entendait parler, mais là, c'était vraiment fort. Avoir un monsieur comme ça en face de vous, qui menace de vous frapper, à l'époque, le physique que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. C'était vraiment un bâtonnet qui était devant une montagne. Ça nous a perturbés, mais après, le monsieur nous a expliqué qu'à l'époque, il ne parlait pas aux médias. Et on a dû faire avec. On a compris, mais on n'a jamais. Je m'appelle Junior King Ondoa, je suis journaliste de culture. Je me plie à cet exercice qu'a bien voulu me soumettre Laurentine Assia. En ce jour, on célèbre la journée de la liberté de la presse. Il faut remonter à 2018 pour cette anecdote qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je prends rendez-vous dans le cadre d'une émission télé avec l'artiste François Missinga, l'auteur du titre à succès La Vie, dans un espace culture qui est aménagé pour pouvoir mener une interview post-production. Et il me voit si jeune, il est d'ailleurs surpris, et puis la mayonnaise prend très vite, l'interview devient de plus en plus intéressant. Et au moment où il commence à faire des révélations qu'il n'a jamais faites ailleurs, il y a le vigile de l'espace culture qui vient en question, et puis il fait des grands signes,
En professionnel, je continue l'interview, de mener l'interview, jusqu'à ce qu'il crie « Monsieur Awara est en train d'emporter votre véhicule ». Awara ici, c'est comme ça qu'on appelle prosaïquement les agents de la communauté urbaine. Et puis j'ai dû interrompre l'interview professionnellement parlant avec les formules que vous connaissez. Si bien que l'artiste lui-même, il était inquiet. Mais je puis vous assurer, du lieu où je menais l'interview à la cour, j'ai fait un sprint de presque 100 mètres pour me retrouver dehors, et une fois que j'étais arrivé, le véhicule était parti. Cette anecdote m'avait marqué, mais on l'a récupéré après avoir bien peiné, et ça m'a marqué à vie. Il y a bien d'autres anecdotes, mais c'est celle-là qui m'a marqué. Le compte s'est déroulé en décembre 2007. Je travaillais pour le compte du journal l'hebdomadaire Repère, qui venait d'ailleurs d'être lancé par Feu Richard Touna. En fait, j'allais à Lolodov pour une mission de collecte des données sur les SOC, qu'on appelle Garcinia-Cola, pour le compte d'une ONG. Et l'idée m'est venue justement d'aller rendre visite à la famille de Minki Obamba. Pourquoi? Parce que je sais quand même que dans l'histoire du Cameroun, il est originaire justement de Bikoka. Et c'est comme ça donc que l'idée m'est venue, donc, après la collecte des données sur les SOC, de prendre la route de son village pour essayer de discuter avec les membres de sa famille, ses enfants, le voisinage. J'ai pu justement voir là où il a été enterré, et on m'a fait partager un peu l'album souvenir de ce monsieur. Et quand je rentre, justement, Richard m'a demandé de faire un dossier, et je crois que ça a été pour moi quelque chose de formidable qui m'a marqué, et marqué également les lecteurs de Repère. Aujourd'hui, même sur Google, ce dossier a été très bien reçu, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Je tenais à le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il m'a été donné de raconter une anecdote, autant pour moi, et très rapidement, je pense à 2012. 2012, oui, c'était le vendredi soir, vendredi 23 mars 2012. On attendait la méga star américaine Akon, qui foulait pour la toute première fois le sol camerounais. On a loupé de peu, malheureusement, et il fallait qu'on se retrouve quelque part. Mon boss, il dit soit Arabo, moi, je pense qu'il y avait Ndinga aussi, je crois, non? Bon, ça va me revenir, mais c'était la nuit la plus horrible qu'on a passée. C'était la période de délestage et tout ça, et la lumière nous a fait un gros coup. On était à la merci des moustiques, on était chez ma maman, paix à son âme, à Bonabéry, et la nuit était longue, quoi, moustiques, chaleur et tout. On n'avait pas mangé de la journée. Bon, le lendemain, il fallait être debout très tôt pour assister à la conférence de presse à l'hôtel de Méridien, parce que c'est où était logée la méga star. Voilà, quoi. Et je me souviens qu'en face de nous, il y avait monsieur Steve Ganon, qui était directeur général de Guinness SA. Il faut dire que c'était à l'initiative de Guinness SA que Guinness Cameroun SA que Akon a foulé le sol camerounais. Oui, c'était à travers leur marque de vodka Smirnoff. Voilà. Donc je disais, Steve Ganon était là, directeur général. Il y avait Patricia Bertolo, directrice marketing très sympathique, qui d'ailleurs s'était prêtée à l'exercice de me prendre en photo avec Akon. Et il y avait un certain Mandengue, je pense que c'était Patrick Mandengue, qui était brand manager. Bon, je vous passe les détails. La soirée est vue tomber ce samedi 24 mars, et de la première partie jusqu'à la montée sur scène de Akon, j'ai pris une seule et même position toute la soirée. Je pense que la première partie, il y avait Ciné, Tony Nobody, Krota, Lady B, Daniel Eyok. Bon, quelques noms vont m'échapper et tout. La présentation, Valérie Tito, Kelly Blanche, Kelly White. Donc toute la soirée j'étais à la même position, et dès cette soirée-là, l'estomac me faisait mal, j'avais toute la colonne vertébrale en feu, je tremblotais même. La douleur s'est faite ressentir pendant des jours et des jours, hein.
des jours et des jours. C'était dur. À l'époque, c'était dur. Nous sommes en 2012 là. Donc c'est le petit souvenir que je voulais partager avec vous. Peut-être aussi pour titiller votre élan de patience et de persévérance dans ce que vous faites, avec amour et passion. Voilà. Aujourd'hui, Culture Ebène, est-ce que vous connaissez, plus d'1 300 000 d'abonnés, une équipe, toute une armée derrière, etc. Big up à Idrissou Arabo, Dani Stéphanzier, Jean-Claude Nzinga, ils sont nombreux, quoi, ils sont nombreux, mais on est passé par des moments difficiles, voilà, quoi. Bonjour, je m'appelle Jeanne Golen, je suis journaliste pour CRTV Web. Dans mon métier de journaliste, j'ai rencontré plein de situations, certaines embarrassantes, certaines très plaisantes, mais le tout c'est toujours amusant parce que le métier c'est celui que j'ai toujours voulu faire, donc c'est assez attrayant. Là, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue lors l'une de mes couvertures. C'était en octobre 2018, le 7 octobre précisément, lors de l'élection présidentielle. Après avoir passé 2 semaines aux côtés du candidat Joshua aussi, pendant sa campagne, avec des scènes, vraiment d'autres anecdotes assez particulières. On se retrouve le jour du vote et c'était dans une école. Et au moment de lui faire l'interview, on se retrouve nombreux autour de lui, plein de caméramans, de journalistes, et j'étais la seule femme parce que je crois que ce jour-là il y avait des journalistes femmes, mais les preneurs de son et de vue c'était tous des hommes, donc je me retrouve entourée, presque bousculée par toutes ces personnes-là, mais je réussis à me frayer un chemin et je réussis à avoir un angle superbe pour pouvoir prendre le candidat. Et c'était assez impressionnant parce que tout le monde me regardait, j'étais assez étonnée de voir une femme habillée tout en jean qui était là en train de vouloir à tout prix bousculer, bagarrer presque pour avoir une interview. C'était avant Corona, c'était assez beau, c'était très intéressant et ça m'a fait me rappeler pourquoi j'ai aimé ce métier. C'est un métier où il faut aller au front, il faut aller à l'avant, il faut toujours se battre pour avoir la bonne information aux côtés de ses collègues, essayer de s'imposer pour montrer que la femme que je suis, elle peut faire le journalisme autant que tous les hommes. Bonne fête de la liberté de presse à tous et à très bientôt. Salut, je me nomme Fabrice Beloko, je suis journaliste hebdomadaire Repère et CEO du site internet 3wen.com. C'est l'interview de Gaston Kelman que j'ai réalisé en 2018 dans le cadre de la 3e édition du Salon international du livre de Yaoundé qui m'a particulièrement marqué dans l'exercice de mes fonctions. Comment j'ai réalisé dans cette interview? En fait, c'était dans le cadre d'un reportage commandé par la rédaction et arrivé sur le site du reportage. En fait, l'auteur animait un débat, une conférence dont ses propos m'ont marqué. Notamment, il demandait à l'État d'adopter une seule langue nationale pour pouvoir atteindre l'émergence. C'est donc comme ça que j'ai donc eu l'initiative, j'ai donc eu l'audace de l'approcher en tant que stagiaire pour lui dire que non, comme vous voyez, je suis stagiaire dans telle rédaction et je souhaiterais vous interviewer par rapport à vos propos de tout à l'heure. Et il m'a accordé une interview que je n'ai pas préparée. Et au départ de cette interview, je ne connaissais pas Gaston Kelman, je l'ai réalisé parce que ses propos m'ont marqué. Et arrivé à la rédaction le lendemain, quand on me félicitait, quand la rédaction me félicitait, c'est comme ça, donc je suis allé à la découverte de cet homme. Je me suis rendu compte que nous exerçons le plus beau métier du monde. Interviewer pour un jeune stagiaire, interviewer une personne comme Gaston Kelman, c'est vraiment, c'est un cadeau béni. Aujourd'hui, quand je revois cette interview à Internet, je suis content, je suis comblé. C'est pour dire que j'ai exercé le plus beau métier du monde qui brise plusieurs barrières. Bonne journée de la liberté pour la presse, à tous les journalistes. Je suis Martine Noël Dengue, journaliste chef service sciences et société à la CRTV télé. Il m'est demandé de raconter une anecdote de ma vie de reporter. Alors j'avoue que sur des milliers de reportages, j'en ai rencontré énormément, mais il y a un reportage qui m'a marqué. C'était avec les personnes du 3e âge, on célébrait des centenaires et je suis allée tourner avec une de mes collègues, Raina Toussali. On allait chez un papa
Vous voyez quelqu'un qui vit dans une misère extrême, mais qui est quelqu'un de très heureux. Ce papa-là, Mimboman, j'espère qu'il est toujours en vie parce que la dame avec laquelle on avait également tourné, Maman Ayo-Rosalie, elle est décédée il y a quelques mois et perd son âme. Son petit-fils m'avait appelé pour l'annoncer. Donc ce papa-là, il est tombé amoureux. Je dis tombé amoureux de Rainatou et il me prenait pour témoin pour aller annoncer à son mari qu'il est prêt à rembourser la dot. Donc j'ai été énormément marquée par cette façon d'accepter sa situation, mais de garder le sourire, de rester positif malgré tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi de raconter, mais Dieu seul sait qu'il y en a énormément. Voilà, Laurentine, allez, bonne fête une fois de plus à toi et à tes followers. Bisous. Mouah. Bonjour. L'histoire, la petite anecdote que je vais vous raconter, je l'ai vécue en 2010 en Angola. Nous allons pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2010 en Angola. Et avant de partir d'ici, on nous avait raconté que voilà, l'Angola c'est un pays qui est très cher et tout. Ça va être très difficile pour les journalistes de manger dans les restaurants, qu'il faut être prêt et tout. Vraiment, il y avait une véritable psychose au moment où on partait d'ici. Et il y a un journaliste qui a eu tellement peur qu'il s'est préparé. Alors dans ses valises, il avait mis beaucoup de repas. Quand on arrive à l'aéroport, nos valises sortent, on est en train de vouloir emprunter le bus pour aller dans notre hôtel et on se rend compte qu'il y a un de nos camarades qui est resté. Et on rentre en arrière, on voit des chiens de l'aéroport qui avaient bondi sur ses valises et étaient en rage, quoi, totalement enragés. Tous les douaniers sont sortis des bureaux, ils avaient des masques à gaz et tout. Et on dit, c'est le sac qu'ils arrivent, ils parlent en portugais et tout. Le type, il dit, c'est moi, il est venu. Il prend son sac. On dit, allez, ouvre. Quand il ouvre, les douaniers étaient comme ça, là, tout le monde avait peur, les masques à gaz et tout. Il ouvre, il sort d'abord la première chose, c'était une boule de coquille. On dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est le coquille. On dit, allez, détache, il détache. On dit, coupe. Il coupe, il mange. On dit, ok. Un autre, c'était un paquet de pistaches, il goûte. Un autre, c'était le hérisson et tout ça. Donc, il avait rempli son sac de voyage de vivres. Et il a passé pratiquement 30 minutes de plus à l'aéroport à goûter de vivre. Et il a passé pratiquement 30 minutes de plus à l'aéroport à goûter tout ce qu'il y avait dans son sac. Et c'est seulement après ça qu'il est sorti. Ça a été quand même quelque chose de terrible et on l'a intrigué pendant tout le séjour en Angola pour ça. Voilà, vous avez donc suivi des histoires cocasses de ses confrères. Mais moi aussi, j'en ai quelques-unes à vous raconter, mais je vous raconte celle qui me vient rapidement à l'esprit. C'est l'interview avec Antonio Banderas. Nous étions au Festival de Cannes il y a 2 ans. Mais là, tout le monde avait peur de lui poser des questions. Alors moi, j'ai dit, mais non, je ne viens pas à Cannes pour me tourner les pouces. Si je peux avoir une star sans avoir à passer par son attaché de presse, j'y vais. Alors, je lui ai posé des questions sur sa vie d'homme. Et il m'a dit, oui, il a connu la faim. Il y a eu un moment où il a eu besoin de $1. Or, nous, on les imagine vivant dans le bling-bling, dans l'hyper-luxe. Mais il m'a dit, j'ai eu faim. Donc, pour moi, ça m'a vraiment marqué et surtout qu'il m'accorde cette interview de façon aussi spontanée. Nous avons fait 5 minutes d'interview, mais c'était 5 minutes d'une merveilleuse aventure humaine. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt et merci d'avoir regardé mes mois de reporter. She likes it. I need some wet shit. I need some back, yeah. I'm a little man, she's putting on me. I mean, she likes it. I need some wet shit. I need some back, yeah. I'm a little man, she's putting on me. I mean, she likes it. I need some wet shit. I need some back, yeah. I'm a little man, tree, plus I got this running with Charlie she's putting on me. I mean, she likes it. I need some wet shit. I need some back, yeah. I'm a little man,